Nous sommes là ce matin, heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme 10-12, le zénith du week-end compliqué, week-end un tout petit peu noir, ça aussi on va le dire, avec toute cette grande communauté TikTokeuse, tous ces Camerounais aussi sur la toile qui sont en émoi après le décès ou encore cette disparition de cette nommée, on va le dire ainsi, Madame Copper, c'est ainsi qu'on l'appelait. On reviendra sur ce sujet dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, mais toujours est-il que c'est dur, difficile de pouvoir gober un tel décès. C'est vrai que le mystère de la mort ne sait ni où, ni quand, ni l'heure, mais il reste tout de même qu'être aussi brutalement arraché à la vie reste quelque chose de difficile à pouvoir avaler, et les uns et les autres qui se plaisent à pouvoir balader sur les réseaux sociaux les images de ces dernières agonisant. Je crois qu'il faut quand même avoir un peu de respect pour l'intimité des uns et des autres, du respect également pour des personnes qui soient disparues. Clin d'œil ce matin à toute sa famille, à son fils. Beaucoup de courage à vous. Allez, bienvenue à tous. Vous vous installez comme il se doit. Ensemble, on fait ce programme ce matin. Le temps pour moi de dire bonjour à Nadine Wafo, c'est qui a surtout de l'autre côté, pardon, la réalisation de cette émission. Et sur le plateau, on est au complet ce matin. Dominique Audrey Ouyengelek, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. L'histoire de ce matin avec vous, on a le déroulé à l'instant. Je m'appelle Zéphirin. Je vis quelque part. Zéphirin. C'est un nom d'emprunt ou c'est le nom de la personne? C'est un nom d'emprunt. On n'utilise que les noms d'emprunt. Parce que les personnes qui nous écrivent... non, il faut qu'on se rassure. Demandent l'anonymat pour ne pas parfois être reconnu. On change les villes, on change les quartiers. On modifie parfois les âges, certaines informations à la demande des personnes qui envoient l'histoire. Donc... Attendez. Il y a un seul différent au monde. Je sais pas. Non, bon, Benga. On se rassure, on se rassure. Parce que si oui, quand on dit un nom d'emprunt. Parce qu'un petit bon Benga, il faut qu'on se rassure que ce soit le moment qui est notre plateau. Hein? Parce que ça peut être... Et si c'est le moment du plateau? Non, là on commente différemment. Pourquoi? Oui, parce qu'on dira qu'il nous dit ici que c'est comme ça, alors que chez lui, c'est pas ce qu'il fait. Donc, il faut bien que ce soit correct. Zéphirin nous écrit de quelque part dans l'Union européenne. Je suis l'aîné de mon père et de ma mère. Mon père avait abandonné ma mère lorsque j'avais l'âge de 2 ans et a refait sa vie, s'est marié traditionnellement et maritalement à une autre femme. J'ai grandi et à l'âge de 17 ans, j'ai cherché où vivait mon papa. Nous nous sommes rencontrés. Aujourd'hui, je suis âgée de 36 ans et nous nous entendons bien. Il y a de cela quelques années, je suis descendue au pays épouser ma femme en tant qu'un bantou. Je ne pouvais pas prendre cette femme en mariage sans me présenter et la présenter aux ancêtres dans le village de mon père afin d'avoir leur bénédiction. Lorsque je suis arrivée au Cameroun, mon papa m'a amenée à Baganté, là où il est né. Nous sommes allés, ma fiancée, moi, sa femme et tous ses autres enfants au village. Nous avons cherché la concession là où son père a été enterré sans trouver, puisque son père est décédé lorsque mon père n'avait que 8 ans, d'après ses dires. D'après un des cousins de mon père résidant au village, il nous a fait comprendre que ça avait fait déjà plus de 20 ans sans que mon père ne mette pied au village, et la concession de mon papa est en pleine forêt abandonnée. Nous avons cherché la concession en vain avec l'aide des villageois de 6h à 23h à pied, car ni moto ni vélo ne peut arriver là-bas. Ma fiancée étant fatiguée de marcher, nous avons décidé de tout arrêter et de passer la nuit en plein air en forêt. Aux environs de 5h du matin, j'ai dit à mon papa que je retourne. Ma femme et moi, nous ne continuons plus et nous sommes rentrés au village dans la ville de Baganté. Bon, si vous choisirez une ville, un quartier là-bas. Voilà. Lorsque mon papa est rentré avec les autres, ils m'ont fait comprendre que la concession était juste à 20 mètres de là. Nous avons passé la nuit. J'ai trouvé cela étrange, mais nous avons quitté ce village sans avoir les bénédictions pour lesquelles nous étions venus. J'ai 4 questions à poser au plateau. L'effet d'aller dans le village de mon père pour la première fois pour avoir la bénédiction des ancêtres sans toutefois les obtenir, est-ce que c'est un signe de malédiction? Mon papa n'a pas de terrain ou de concession au village. La concession de son père est au niveau inférieur d'un mont. Il me demande de lui acheter un terrain, de lui construire sa maison, chose que la famille de ma mère et elles-mêmes ne veulent pas, car ils disent que mon père m'avait abandonné à ma mère a souffert toute seule pour financer mes études et aujourd'hui veut profiter de moi.
s'il vous plaît, comment est-ce que je peux gérer cette situation? Mon papa dit avoir doté ma maman et que si un jour ma mère et moi ne sommes plus de ce monde, nous serons inhumés dans son village. Lorsque j'ai parlé de cela à ma mère, elle a aussitôt informé sa mère qui est ma grand-mère, et la grand-mère est fâchée en disant que mon père n'a jamais doté ma mère. Il avait simplement toqué porte et avait remis 20 000 francs CFA à mon grand-père. J'aimerais savoir comment gérer également cette situation. D'un côté, mon père dit avoir doté ma mère et de l'autre, la famille de ma mère dit n'avoir rien reçu en termes de dot. Si c'est vrai que mon papa n'a pas doté ma mère, est-il normal que j'achète le terrain, que je construise une maison à mon père, sachant que ma maman ne sera pas enterrée dans ce village? Wow. Le résumé. Non, mais j'imagine un peu l'impasse dans lequel le jeune homme peut se retrouver, parce que lui, il est en train de vouloir construire également une famille. Oui. Et là, c'est difficile. Oui, il dit que sa grand-mère dit qu'il y a eu, la cola a été mangée, mais le vin n'a pas été bu, et que mon père avait trompé mon grand-père en lui donnant 20 000 francs comme argent de la dot, sans toutefois aller voir les frères et les oncles, comme le prévoit la tradition. Donc du côté de sa mère, on ne reconnaît pas avoir reçu de dot. C'est ce qui, moi, particulièrement me gêne un tout petit peu, c'est-à-dire, bon, des ordres qui se créent. Parce que quand un parti dit, on a doté, j'ai doté votre mère, l'autre dit non, notre fille n'a jamais été dotée, là, ça pose problème. Quand on parle déjà de manger, d'avoir mangé la cola, quand on parle du fait d'avoir perçu de l'argent, c'est pas suffisant pour parler de dot? Non, c'est pas suffisant. D'abord, cet enfant, il risque d'ajouter la malédiction à ses parents. Ah, mon Benga. Oui, il demande qu'on lui explique. C'est normal d'être allé en brousse pour reprendre ses expressions. Mais quand son père le retrouve, il lui dit, notre concession était à quelques mètres là où on a dormi. Qu'est-ce qui l'a empêché de laisser la femme en ville et retourner avec son père pour voir? Première chose. Deuxième chose, quand son père a finalement trouvé la concession en brousse, quel a été le comportement de son père? Est-ce qu'il venait donc faire quoi? Donc c'est un enfant qui est venu en touriste, il est rentré en touriste. Ça veut dire qu'en fait... Non, peut-être qu'il a évoqué le fait de la distance, si je me trompe, Dominique Audrey. Je crois que c'était à 1000 lieues. Et puis... Il était fatigué et tout ça. Je ne dis pas non. Oui. Il arrive que les ancêtres veuillent punir son père pour avoir abandonné la concession. On le fait dormir en brousse. Tout à fait normal. La femme n'étant pas habituée à cela, passer nuit, elle rentre. Mais papa les retrouve en lui disant, la concession n'était même pas loin là où on a passé la nuit. Qu'est-ce que son père a donc fait à ce moment? Rien. Ça veut dire que son père, ayant retrouvé enfin la concession en brousse, n'a rien fait. Il dit, papa dit de lui acheter parce qu'ils n'ont pas de terrain. Rien, c'est une histoire décousue. Qu'est-ce qu'il veut? En réalité, son problème, c'est qu'on leur a dit, oui, on était au village, on n'a pas vu la concession, moi, là, alors, non. Son problème, c'est, la maman dit, si tu m'enterres chez ton père, tu vas voir. Le père dit, si je meurs et que tu n'enterres pas ta mère chez moi, tu vas voir. Je crois que c'est là que se situe. Non, non. On ne gère pas le problème particulier, on gère le problème d'une concession. Oui. Quand vous dites Mbok, Mbok c'est l'univers. Mbok, c'est celui qui met l'harmonie dans l'univers, en commençant par la cellule familiale. Donc, nous souhaitons que cet enfant ne rajoute pas dans le bouillonnement de sa tête, qu'il reste calme, il retrouve la concession de son père. Parce que là, ça veut dire que son père n'a jamais fait le deuil de son père à lui. Quel est l'état de la succession? Ça veut dire que lui-même, il risque de se retrouver dans l'instabilité sentimentale comme l'a été ses parents. Comme l'a été ses parents. Maintenant, la procédure qu'il engage, elle est bonne. D'aller là-bas. Je lui demanderai de revenir. Aller là-bas. Demander à ton papa, même s'il a le terrain en Bouddha, à Ibaïfang, c'est pas un problème. Mais là où ils ont quand même retrouvé la concession, qu'on rétablisse
la concession de son grand-père avec tout ce que cela comporte comme commodité traditionnelle, maison de crâne, maison traditionnelle, ainsi de suite, et veiller, est-ce que son père était rattaché à une lignée de la chefferie ou pas. Là, il deviendra un garçon. Maintenant, le mariage avec sa maman, sa grand-mère lui a dit un certain nombre de choses. J'allais dire qu'elle est complexe. On a mangé la cola, on n'a pas bu le vin. Qui a mangé? Il y a des mariages où on peut célébrer en l'absence d'un des prétendants. Et il y a des commodités qu'on fait pour que là où l'autre prétendant se trouve, il puisse les remplir. Ça n'a pas été fait, apparemment non. Il y a également les mariages où on ne dote pas. Il y a des familles qui ne prennent pas la dot. C'est-à-dire quand il dit il n'a donné que 20 000. Attends, quel est le... Dans quel contexte est-ce que l'argent a été remis? Maintenant, sa grand-mère le lui dit. Sa grand-mère ne lui dit pas. Si dans leur famille, on prend même l'argent dans la dot, toutes les familles ne prennent pas l'argent. Il y en a qui prennent symboliquement quelque chose et tout. Non, ça peut... c'est tout ça qu'il faut voir, parce que lorsqu'on est dans la tradition, on veut s'arrimer à la culture africaine selon notre civilisation. On ne fait pas des clichés. On prend des choses globalement, on les rectifie, parce qu'il va falloir désormais qu'il sache où il va faire ses coutumes, du côté du père et du côté de la mère. Et si maman est dotée, je veux dire que si on a mangé la cola, ça veut dire que sa maman a été dotée. Il n'était donc pas question qu'on prenne encore la dot à ce moment-là. Ou alors on n'a pas terminé de doter maman Benga, parce qu'on dit on a mangé de la cola, on n'a même pas bu le vin, il y a 20 000 francs ont été remis, et les oncles, du moins les membres de la famille, n'ont rien perçu de cette dot aussi. Oui, papa peut avoir des circonstances atténuantes. Papa ne connaît pas le membre de la famille. Ça veut dire que c'est le père de sa maman qui aurait pu lui dire viens ici, donne ça. Mais est-ce que son papa était dans une situation comme on en a trouvé est-ce qu'il ne faut pas qu'il est fonctionnaire, peut-être il n'a pas le temps, je n'en sais rien. Est-ce qu'il ne faut pas que cet homme aujourd'hui complète la dot pour dire vraiment de vive voix, c'est ma femme, je l'ai dotée? Mais ils sont divorcés et sa femme a été déjà dotée et elle est partie. Non, c'est lui qui s'est marié, c'est la maman. Oui, sa maman, je veux dire que la maman est déjà dans notre ménage. Elle est déjà dans un autre ménage. C'est son père à lui qui s'est remarié. Ah d'accord, sa maman n'est pas encore mariée. Je pensais que c'est sa maman qui était... C'est son père qui... Non, il faudrait que sa grand-mère lui dise, n'y mette pas un peu de cupidité, qu'il lui explique comment on dote les femmes dans leur concession. Là, il saura si sa maman a été dotée ou pas. Mais au stade actuel, tel qu'il a donné l'information, on ne peut pas savoir si réellement sa maman avait été dotée ou pas. Mais lui, il a l'obligation de revenir aider son père à refaire la concession qu'ils ont eu en brousse, même s'il veut lui trouver un terrain à Bagante ou je ne sais pas moi, à Babichoua ou à n'importe où, dans l'Ondé, mais qui retrouve, puisque papa a retrouvé enfin, parce que c'est une punition qu'il faut régler. C'est une colère ancestrale qu'il faut régler. Sinon, on appelle ça là-bas, c'est le choc ou le quoi. Il peut survenir dans la famille. D'accord. Alors, Dominique Audrey Oyengele, qu'est-ce que vous avez dit à ce jeune homme aujourd'hui qui est bouleversé, qui pense à sa descendance? Parce que ce qu'il veut sauver aujourd'hui, c'est savoir où est-ce que ses enfants iront demain, dans quelles conditions, où est-ce qu'ils doivent se recueillir en termes de tradition, en termes de coutumes, ce qu'on doit faire et tout. Qu'est-ce que vous lui dites? Parce que la mère, jusqu'ici, reste carrée sur son point de vue. On ne m'enterre pas dans le village de ton père ne m'a jamais doté. Et lui qui dit le contraire, parce qu'on a mangé de la cola. C'est vrai que peut-être avec ça, on aura dans explications si le fait d'avoir mangé la cola et n'avoir pas bu le vin dilue la dot, ou alors si on peut toujours parler de dot à ce moment-là. Mais Dominique Audrey, qu'est-ce qu'il devrait faire? De quel côté devrait-il pencher à votre avis? C'est compliqué. C'est vraiment difficile parce que il est un peu... Il ploie sous deux malédictions. La mère qui lui dit, si je meurs, tu essaies de m'enterrer là-bas, tu verras. Et le père, si je meurs et que ta mère meurt, après moi, tu ne l'enterres pas ici, tu verras. Moi, j'ai envie de lui dire de laisser les deux.
parce que il est... Laisser les deux veut dire qu'il meurt avant les deux. Oui. Entre autres, c'est... Et là encore, il y aura un problème, n'est-ce pas, Maman Bengal? Parce que la mère pourra dire, je veux mon fils, et le père peut dire, voilà. je veux mon enfant. Oui, je crois que l'idéal, c'est que sa grand-mère lui explique, comme Père Momoka mentionné, comment est-ce que ça se fait la dot. Les 20 000 représentaient quoi? Est-ce que c'était une avance? Mais moi, je penche plus pour le fait que son père n'est pas doté sa maman. Puisqu'il dit, mon père nous a abandonnés quand j'avais 2 ans. Ce n'est que lorsque j'ai eu 15 ans que j'ai renoué avec mon père et lui s'était déjà remarié avec une autre femme avec qui il a fait d'autres enfants. Donc c'est une relation qui n'a pas abouti, je crois. Peut-être à l'époque, les parents étaient un peu regardants, on était un peu stricts. On a demandé à l'auteur de la grossesse de se ramener, mais ça n'a pas marché entre les deux. Donc si effectivement, parce que j'ai posé la question, monsieur, qui était donc là, qui a accompagné votre père le jour où il dit avoir doté votre mère, il n'a pas, je crois qu'il n'a pas apporté de réponse à cette question-là. Il faudrait que vous preniez le temps d'expliquer d'abord en ce qui concerne la maison, parce que votre mère est contre la maison à votre père, vous expliquez à votre mère que vous ne le faites pas contre elle. Si vous sentez le besoin d'aider votre géniteur, il va falloir qu'elle accepte, parce que quoi qu'on dise, c'est votre géniteur. S'il vous a donné les raisons pour lesquelles il vous a abandonné et qu'elles vous semblent plausibles, vous êtes libre d'aider votre père sans que la famille de votre mère ne vous maudisse et tout. Ok, ils vous ont élevé quand cet homme est parti, on vous a envoyé à l'étranger, on a payé vos études, on a, mais ça n'empêche, ce n'est pas parce que quelqu'un est mauvais envers vous que vous êtes obligé d'être mauvais envers la personne également en face. Donc vous pouvez retaper une maison, une petite maison à votre père parce que c'est votre géniteur. Quand vos enfants viendront ici au Cameroun, ils auront bien besoin de connaître leur grand-père. Ils devront aller dormir quelque part. Il faudrait que ça se fasse là-bas. Donc ayez cette conversation avec votre mère et vous lui demandez de se calmer. Et en ce qui concerne les traditions et autres, je crois que c'est votre grand-mère qui peut trancher. Ou alors si du côté de votre père, il y a eu un aîné qui aurait participé ou assisté à cette dot, qu'il vous donne également sa version des faits et à ce moment-là, vous saurez. Mais déjà, il faut dire aux hommes d'arrêter d'abandonner leurs enfants. Il faut arrêter, il faut être présent dans la vie de vos enfants. On peut comprendre que la relation avec la mère de l'enfant se termine, mais vous n'êtes pas obligé de vous séparer comme ça en queue de poisson. Restez, gardez les contacts, gardez la relation par rapport aux enfants qui vous unissent et ne disparaissez pas comme ça parce que voilà un adulte de 36 ans qui est un peu dépaysé, il est totalement largué parce que 34 ans de sa vie, oui, il a vécu comme ça, en l'air, sans savoir. Pamela Fomène, un enfant, ça se désire. Maintenant, par la chose, vous avez un père qui ne prend pas celui d'assumer ses responsabilités, comme pour le cas de cet homme. Je ne sais pas si c'est pendant la grossesse qu'il a dû abandonner cette femme ou après l'accouchement qu'il a vraiment tout abandonné. À 2 ans. Donc vous êtes là, votre enfant a 2 ans et puis vous décidez de jeter les pompes. Vous revenez par la suite, vous gargarisez et vraiment prendre toute cette place de père. Est-ce que cette maman n'a pas raison? C'est-à-dire que même s'il y a eu d'autres, est-ce que le simple acte posé par cet homme ne lui retire pas le fait d'être le papa de cet enfant? Non, ça serait tout mélangé. Ça serait tout mélangé. Un enfant qu'on abandonne à 2 ans, ça veut dire qu'il a été élevé par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que c'est un autre visage qu'il reconnaît comme étant son père. Nous ne savons pas les raisons pour lesquelles il s'est séparé de cette jeune dame. Pas pour donner raison à ce monsieur d'avoir abandonné son enfant. Dominique l'a souligné. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec la mère de l'enfant ou alors marié, mais au moins vous occupez de votre enfant parce que si elles ont cette facilité de dire quand mon fils va grandir ou bien ma fille va grandir, elle va me chercher. C'est ce qu'ils font régulièrement. Pourtant, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas normal. L'enfant, c'est entre 2 personnes. Vraiment. Quand l'homme dit je veux l'enfant, la femme est d'accord, la femme conçoit et l'enfant naît. Donc, si l'enfant naît et que les 2 parents n'arrivent pas à s'accorder, vous vous séparez, il n'y a pas de mal. Mais l'homme continue à s'occuper de son enfant. Aujourd'hui, l'homme, le garçon de 34 ans,
il ne sait pas quelle décision il va prendre. Mais je sais quand même que lorsqu'on parle de dot, il y a les responsables des familles. C'est-à-dire du côté de la famille, il y a au moins quelqu'un qui a pris, que ce soit la cola, que ce soit le vin, que ce soit 20 000 francs. Au moins la personne peut éclairer ce garçon que d'accord, le jour-là, il y a eu ceci, il y a eu cela, voilà la somme qu'on nous a remis. Et qu'est-ce qu'on a dit à cette famille, la famille du père de l'enfant? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Parce qu'il y a des familles où on va vous demander le ciel, la terre pour doter un enfant. Il y a des familles où on va vous dire apportez-nous juste 2 poulets et puis c'est la dot. Donc, si cette famille a rassuré que d'accord, les 20 000 francs que vous donnez avec la cola, c'est considéré comme une dot, c'est normal que la famille dise aujourd'hui qu'on a doté votre mère. Maintenant, si c'est qu'en donnant ce montant, on ne lui a pas rassuré que c'est la dot de la mère de ce garçon, je pense que la famille ne peut pas se permettre de dire qu'on a doté cette fille. Aujourd'hui, l'homme est... Il est entre deux eaux. Oui, moi je préfère qu'il se mette à l'écart. Pour moi... Comment? Je ne sais pas, qu'il essaie de se rapprocher de la famille de sa mère, qu'on essaie au moins de lui dire ce qui s'est passé. Parce qu'il est toujours difficile de donner son avis sur quelque chose qu'on n'a pas vécu. Je me dis que la dot dont on prétend parler ce matin a été faite quand le gars était encore petit. Donc il ne peut vraiment pas se prononcer. Il y a que des personnes qui ont vécu cet événement pour lui dire que d'accord, ce jour il y a eu ceci et cela. Mais tant que ces personnes ne sont pas prononcées, vous qui est la victime ou alors vous qui êtes concerné de près ou de loin, vous ne pouvez pas poser un mot là-dessus. Donc, il n'y a que la famille de la femme qui va nous dire certainement ce qui s'est passé. Si la jeune femme a été dotée, si c'est le cas, c'est normal qu'on enterre du côté de son mari. Mais si ce n'est pas le cas, ou bien alors si la famille a mangé la cola et a pris 20 000 francs, en connaissant que la fille n'est pas dotée, ça veut dire que c'est la famille le problème. Donc, c'est la famille justement de dire à ce garçon que ta mère n'a pas été dotée, ou alors ta mère a été dotée, mais à l'issue de cela, nous avons reçu ceci venant de telle famille qui ne représente rien. Et si l'homme veut qu'on enterre sa femme chez lui, il va falloir que la famille lui donne un certain nombre de choses à faire. Soit il va compléter la dot, soit je ne sais pas si c'est possible que la famille de la fille rembourse ce qu'elle a eu à recevoir venant de cette famille. Là, ça dépend des... Ou alors qu'il complète. Par exemple, ça dépend de la famille de la fille. Ça, c'est ce que je pense. Et il mettra sa nouvelle femme où? Il est interdit d'épouser deux femmes. Est-ce qu'elle est impliquée dans ça? Elle a sa part de famille. Je ne pense pas que sa femme est impliquée Est-ce dans qu'il ça. est interdit d'avoir deux femmes? Non, mais je crois que d'une façon ou d'une autre, elle est tout de même impliquée puisqu'elle est avec cet homme. Oui, mais si elle est décédée dans la terre du côté de son mari. Mais est-ce qu'elle va accepter qu'on aille doter une autre femme ou bien qu'on dote un autre corps? C'est parce que son mari réclame justement le corps de sa femme au cas où elle décède. C'est parce qu'il réclame. Parce que s'il ne réclame pas, on considère qu'on annule tout ce qu'il y a eu. La femme décède dans la tête du côté de sa mère ou de son père. Elle a trouvé un homme qui a des antériorités qu'il faut gérer. D'accord. Mais le fait de dire qu'on enterre cette femme dans son village à lui, veut dire que c'est toujours sa femme, Charles Amel, et qu'ils peuvent continuer à se voir. Et là, son foyer pourrait être perturbé aussi. Il faut dire que si l'homme lui-même meurt, on va l'enterrer dans la concession de son père. Le jeune homme qui pose le problème. Je dis l'homme, le père, oui. Il n'a pas de concession. On ne lui a pas encore coupé une concession. D'accord. Lui-même, on va l'enterrer dans la concession de son père. Le fils va être enterré dans la concession de son grand-père. C'est d'abord ça la règle. Pour la femme, on pourra définir un endroit, pas très loin de la concession, où l'enterrer. Pas dans la concession du grand-père de l'autre. C'est la tradition. Il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres. Une cola et 20 000. La famille maternelle de ce garçon est une famille désaffamée. Une cola et 20 000. Il y a eu des affamés. Une cola et 20 000, Charles. Il y a eu d'autres. Une cola et 20 000. Je dis, il y a eu une cola et 20 000. Je dis, il y a eu d'autres. Il y a des familles qui nous sommes... Non. Une cola et 20 000. On ne partage pas la cola avec n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quelle circonstance. On n'a pas bu de vin? Non. Le vin, c'est quoi? Le vin ne sert qu'à pousser ce qu'on vient d'avaler. Parce qu'il peut ressortir par une expectoration. Vous pouvez tousser ce que vous venez de prendre sang. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le vin pour pousser. Aujourd'hui, quand vous prenez la bière et vous mélangez avec le jus, vous appelez ça quoi? Vous appelez ça quoi aujourd'hui? C'est le vin. Dans tous les deux, on prend la bière, on prend le jus. On mélange ça, vous appelez ça le vin? Non. Vous êtes venu corrompre ce qui a toujours existé. Il y a eu d'autres. Parce que des familles se sont assises, des familles ont échangé, des familles ont partagé 10 minutes, 1 heure de la table, s'il vous plaît. Tout le monde n'a pas reçu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a cassé la dope, on a cassé la cola.
On a partagé la cola. Chacun a pris la cola, il a mangé. Le symbole du mariage, c'est la cola. Le symbole du mariage, c'est la cola. Enlevez tout ce que vous avez dans c'est la cola. Il y a eu d'autres. Qu'elles ne viennent pas nous raconter que oh, c'est monté, oh, ton père a fait, oh, il a fait ceci. Les membres de la famille, pour revenir à l'histoire, disent... Je ne conseille pas à faire d'autres avec la femme. Qu'est-ce que la femme sait de la dot? S'ils n'ont rien reçu, Charles. Qu'est-ce que la femme sait de la dot? Elle ne connaît rien. La femme n'achète pas la Elle ne connaît rien. Qu'est-ce que je discute quoi avec une femme? Elle ne connaît rien sur la dot. Je vais savoir m'asseoir avec une femme, je vous parle à faire dot, elle ne maîtrise rien. Ça se décide entre les hommes. Les paquets se font. Si dans la famille de cette femme, il y a des personnes qui ont envoyé leur fille en mariage, ils ont confisqué la dot, ils n'ont pas donné aux autres. C'est normal que lorsqu'on vient le tour de leur fille, on ne leur remet pas. On ne leur donne pas parce qu'ils ont l'habitude de procéder à la rétention. Puisque vous ne mangez pas la dot de votre fille. Oui. C'est dans le partage. Si vous avez été gris à un tour, donné pas de nos autres, quand un autre dot arrive, on ne vous donne rien. S'ils réclament ça, ce n'est pas ce monsieur qu'on va réclamer, c'est dehors. Nous sommes en quelle période? Nous sommes dans les 1930, 1940, 1950, parce que le village du garçon et la période qu'on a doté, 20 000 était l'âge, parce que même c'était un millionnaire qui dotait avec 20 000. Oui. À cette époque, c'était un millionnaire. Le mettez dans le contexte. Je ne le mets pas aujourd'hui. Vous voyez 20 000 avec les yeux d'aujourd'hui. Regardez le contexte. C'était un millionnaire. C'était pour 20 000 francs. Maintenant, on a acheté la tour à combien? On a acheté la tour à combien? Donc, c'est une parole. Le garçon est maudit. Il est maudit. Il est maudit 3 fois. Pourquoi? Quand vous quittez pour aller faire le rituel de bénédiction, vous mettez un pantalon, jean, un t-shirt. Vous mettez un pantalon, jean, un t-shirt. Vous mettez quoi, Charles? Vous allez avec la machette. Vous allez avec le vin. Vous allez défricher la tombe. Vous allez mettre ce qu'on appelle les aclas. C'est les morceaux de bambou. On vous l'enseigne. Pardon? On vous l'enseigne. Il était en train d'aller. Forcément, ils avaient ça. Est-ce qu'il est parti là? Allez, salut grand-père, comment tu vas là? Tu es bien couché, grand-père? D'accord, salut, bye. On va faire le cas. Sur la tombe, c'est ça la bénédiction. Oui. On doit faire le cas. Il doit entrer en case de crâne. C'est un salopard. Maintenant, le chemin qui était périlleux. C'est sa faute, parce qu'il a dit je rentre. Il a dit je rentre. Il a dit je rentre, c'est sa faute. C'était un périple difficile. Quel périple? Qu'est-ce que vous appelez périple difficile? Il est venu chercher la bénédiction. Il a dit 6h, 23h. Je laissais tomber. Oui. Laissez tomber. S'il est sorti, il y a des endroits que vous allez même vous passer toute cette 20 à 22 heures que vous trouvez. Oui. Même les espèces d'arbres pour avoir... Ça peut être fait exprès, Chalamel. Non, cette épreuve. Les grands-parents ont voulu les perdre parce que le père du garçon a abandonné la concession. On peut faire une punition. C'était normal que le lendemain matin, comme il a fait, il peut venir remettre ça. Mais il reste. Il rentre. Puisqu'on lui a dit, on a retrouvé enfin la concession. Il devait rentrer défriché. Et c'est voilà un gars qui suit sa femme. Il fait les mêmes bêtises, il suit sa femme. Par amour, je suis fatigué, les moustiques me piquent, on rentre. Prenons la colère, merci Nadine. Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née du projet de construction de 8 usines de transformation de riz paddy sans aucune usine pilote au Cameroun. Le Cameroun est une curiosité planétaire. À tous les points, à toutes les échelles, il suffit de voir comment on fonctionne pour comprendre que nous n'arriverons jamais au bout du tunnel. Dans le cadre de la phase 2 du projet d'appui au développement des filières agricoles, PADFA 2, cofinancé par l'État et le Fonds international de développement agricole, le Cameroun peaufine actuellement un projet de construction de 8 unités de transformation du riz. Concrètement, il a attendu la mise en place des lignes de gestion et de valorisation des coproduits, transformation du son de riz en aliments ou aliments de bétail, de transformation des balles de riz en briquettes combustibles dans chacune des 8 unités modernes, de façon à optimiser la préservation de l'environnement, ainsi que l'installation d'une ligne d'étuvage du riz au sein de 3 de ces unités modernes
susceptibles d'approvisionner le marché en riz étuvé de haute qualité. Trop beau comme les projets structurants, des grandes ambitions dans ce pays. Le gouvernement camerounais souhaite construire 8 usines de transformation de riz dans les zones de Yagua, Maga, Batouri, Minta, Nkoteng, Tonga, Bachenga, Ndop. Le Cameroun va construire 8 unités de transformation de riz paddy en riz blanc. Qu'a-t-on fait? De l'avis des experts, du contrat plan signé avec la CEMRI en 2013 à hauteur de 8 milliards de francs CFA. Un argent mis. Quels sont les résultats obtenus? Quels sont les bilans et audits effectués? Silence, on ne parle plus. Comment comprendre l'implémentation de ce nouveau projet alors que 10 ans après sa signature, la CEMRI n'est toujours pas capable de produire 100 tonnes de riz, ni même de décortiquer le riz paddy produit? Pourtant, entre 2017 et 2020, on nous a annoncé l'arrivée de nouvelles machines. Des machines en termes de financement de l'État pour appui à la CEMRI. Jusqu'à ce jour, on n'a toujours pas décollé. L'argent ne fait que couler. On ne fait que perfuser rien. Avec tous les milliards partagés en 10 ans dans les poches de certains barons de ce régime, le pays ne parvient pas encore à satisfaire la demande locale en matière de riz estimée à 600 000 tonnes. Pour combler le déficit évalué à plus de 200 tonnes, l'État ne cesse d'avoir recours aux importations. Des importations qui lui ont coûté, pour le compte de l'année 2021, 207,974 milliards de francs CFA, pour une quantité importée estimée à 776 601 tonnes en 2021, contre 591 tonnes, d'une valeur de 159 milliards l'année d'avant, soit une hausse de 185 000 tonnes en un an. Comment comprendre qu'avec ces milliards, que le riz made in Cameroun soit quasiment absent des états des marchés du pays? Pourtant, ce n'est pas le financement qui manque. Nous avons reçu énormément de financements de 2010 et 2020, seulement pour les riz. Seulement pour les riz, mais rien. Dans les marchés et supermarchés des grandes métropoles du Cameroun, il est difficile de trouver sur les étals du riz produit en Ndop, dans la région du Nord-Ouest, à Tonga, région de l'Ouest, ou alors celui de la CEMRI, la Société de modernisation et la riziculture de Yagua. Quelles sont les plus-values de ces usines lorsqu'on sait que l'usine à tracteur de Bolova n'a rien produit en termes de machines? Comment comprendre ce nouveau projet de construction de 8 usines alors qu'on sait que beaucoup d'argent a été décaissé pour l'agropole de riz de Galim? Voilà notre projet. Le gros agropole de Galim. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Descente sur le terrain, études de faisabilité et j'en passe. Plus loin, la Soderim à côté, juste à côté de nous à Sanchou. 2017 encore, on parlait de beaucoup de milliards pour la relance. Et je me rappelle à cette période, on avait titré dans les journaux à capitaux publics vers la relance effective de la Soderim. Où en sommes-nous aujourd'hui? Comment comprendre l'implémentation de tels projets sans au préalable procéder à la mise sur pied d'une usine pilote qui devra donner les résultats escomptés avant l'extension du projet dans les autres régions du pays? De l'avis de certains experts, c'est encore un éléphant blanc vers lequel le Cameroun est encore en train de s'engager. On va commencer avec la construction, des visites, une inauguration qui sera en fait la véritable usine pilote, et ce sera tout. On n'en parlera plus. Finalement, ne devons-nous pas conclure que le Cameroun est sous la malédiction du riz? Merci à vous, cher Lamel. Bon, maintenant, comment peut-on tout avoir, du moins tous les ingrédients, tout le nécessaire qu'il faut pour se nourrir, mais on choisit de rester affamé et de continuer perpétuellement à dépendre des autres, notamment parlant du riz au Cameroun? Je vous ai dit, retenez bien cette date. Date où le président Paul Biya a décidé de transformer le Cameroun en désert parce qu'il n'a pas su résoudre les contradictions qu'il y a eu entre son illustre prédécesseur Amadou Ahidjo et lui. C'était samedi, le 18 juin 1983. Le président Biya décide de
ne plus suivre la feuille de route qu'il avait, notamment la colère du jour, nous renseigne que ça fait partie du premier point de cette ligne, de cette feuille de route qui avait 7 points. L'intensification de la politique de transformation des matières premières locales. Il a refusé. Il devait suivre la création des complexes agro-industriels de grande superficie. Troisièmement, la création des industries lourdes qui sera facilitée par la réhabilitation, la construction de plusieurs barrages hydroélectriques. Quatrièmement, la création d'industries manufacturières compétitives contribuant à l'approvisionnement du marché local, à l'accroissement des exportations. Cinquièmement, poursuite de la politique de création des entreprises à dirigeants et capitaux camerounais. Sixièmement, la décentralisation industrielle. On l'a dit, il a créé là-bas. Et septièmement, révision du code des investissements. Donc, ce jour-là, le président Paul Biya décide, parce qu'il devait avoir cette politique sur la base agricole, de contenir l'exode rural en créant dans chaque pôle ce genre d'activité. Il y avait Semri là-bas, il y avait les riz à Sanchou, il y avait. Il fallait donc multiplier cela. Il a décidé de ne plus continuer et de s'engager dans une politique d'hésitation. J'allais même dire, on est arrivé à une situation on peut appeler ça de blocage. On est aujourd'hui dans l'impasse. Donc, ce qui se passe à Yaoundé, en fait, c'est des projets pour extorpiller de l'argent, pour siphonner de l'argent dans les caisses de l'État. Eux-mêmes, ils savent que ça n'aboutit pas. Parce qu'au moment où ils le font, ils donnent la possibilité aux Chinois de créer, de cultiver le riz et d'amener chez eux. Donc les Chinois cultivent le riz au Cameroun et amènent chez eux parce que apparemment les terres ici complètent leurs besoins alimentaires en Chine. Et nous on importe le riz thaïlandais et chinois et tout ça. Alors que le riz pourri à la Semri. Justement, comment comprendre donc que le riz produit même localement ne soit pas mis en valeur? C'est un refus. Je vous dis que le président de la République a refusé catégoriquement. C'est un refus. Jusqu'à quand on dépend des autres? C'est-à-dire que si à un moment donné, il décide de nous tourner le dos, de ne plus nous approvisionner, malheureusement, justement, on va mourir. C'est pour ça que je vous dis, attendons le jour où on va atteindre ce niveau de famine-là. Peut-être que les Camerounais se réveilleront et vont engager une révolution. J'ai dit, il a refusé. C'est comme s'il continuait ça, il allait dérouler le tapis rouge à Amadou Ahidjo qui n'était plus là. Comment dérouler un tapis rouge à quelqu'un qui n'est plus? Donc, au lieu de capitaliser cela, il en a capitalisé pour le football. Mais pourquoi ne pas capitaliser pour le reste, au moins l'autosuffisance alimentaire? Comment le Nigeria est devenu le premier partenaire en produits manufacturés? Donc ce qu'on vend ici, la plupart des choses viennent du Nigeria. Alors qu'il y a encore longtemps, quand ils prenaient le pouvoir, ce n'était pas le cas. On allait dans une perspective, on était déjà la locomotive de la sous-région. Maintenant, on paye les gens à la Semri avec les sables de riz. Lorsque la crise a éclaté il y a 2-3 ans, on a dit non, on va voir dans quelle mesure le riz de la Semri sera distribué ici. Rien, on n'entend plus parler. Vous vous rendez compte? Donc, j'ai dit, les gens de Yaoundé, notre collègue consultant Aristide Mono les appelle les en haut d'en haut. Les en haut d'en haut, quand ils savent qu'il y a un projet agricole ici financé par les bailleurs de fonds internationaux, ils montent des projets bidons pour siphonner cet argent, c'est tout. Donc, attendons le jour où il y aura la famine, peut-être là on va réfléchir mieux. Dominique, est-ce qu'il faut qu'on attende que le pire se produise avant de pouvoir réagir? Comment expliquer même cette désinvolture-là? Parce que un refus est un synonyme de cette attitude désinvolte qui ne nous intéresse pas, vraiment qui n'est pas une priorité, parce qu'on se dit on peut piocher ailleurs. Seulement en piochant ailleurs,
on met en mal les populations parce que désormais, si vous vous retrouvez en train de prendre l'autre côté, il y a également un coût à payer. Et ce qui fait que même pour des familles, ça commence à être difficile à être accessible aussi. Je vous dis tous les jours ici que les personnes pour lesquelles on fait des choses ou bien les populations ne sont pas prises en compte. Regardez par exemple, en 2012, du moins les années qui ont tourné autour, le Rwanda a décidé de se lancer dans un chantier qui devait mener à l'autosuffisance alimentaire en ce qui concerne le riz. Et par analogie, on a décidé d'augmenter de 15% les taxes par rapport à l'importation de riz dans le pays. L'analogie est suffisamment simple. On augmente cela, ce qui fait que le riz qui est déjà produit localement se vendra mieux que ce qu'on va ramener de l'autre côté, parce qu'il va falloir supporter les taxes, supporter les coûts de transport, supporter, et par conséquent, personne ne voudra plus importer ce riz qui ne se vendra pas, et on va finir par consommer le riz local. Moi j'aurais bien aimé qu'on transpose cela ici. On vous dit que le riz qui est produit à la sèmerie finit par pourrir parce qu'il n'y a pas de décortiqueuse ou alors c'est exporté vers le Nigeria. En 2017 et 2020, on a acheté les machines qu'il fallait pour ça. Mais si les machines ont pris la rouge à la main. Les machines ont servi à finalement à quoi? 2023. Ben oui, la rouille. On ne roule pas en 3 ans, 4 ans. Si ce n'est pas utilisé. Si on nous dit qu'il n'y a pas de décortiqueuse, que ce n'est pas décortiqué, ça veut dire que les machines qui sont là n'ont pas servi pour ça. On a dépensé environ 7 milliards de francs CFA pour l'acquisition de nouveaux matériels là-bas à la sèmerie. La sèmerie est dotée. Qu'est-ce qui justifie donc ce blocus? Les personnes les chargées de pouvoir assurer cette productivité ou alors... Je ne fais que vous faire l'état de ce qui est. On est d'accord. On est tous d'accord. Oui. Et on se bat tous pour la même cause, avoir du riz sur nos tables. Et ce serait une grâce d'avoir ce qui soit produit de nos terres. Dominique Audrey. Moi? Oui. Ou alors ça la main qui... Non, Dominique Audrey, je n'ai pas fait. J'appuie. Il appuyait. Mais si on parle de sa position, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas avoir de riz. Le Cameroun a besoin, je crois, si je ne me trompe, de 600 000 tonnes. La demande nationale est de 600 000 tonnes de riz. Mais la sèmerie ne nous produit pas cela. Mais ce qu'elle produit, même on ne consomme pas. Ce qui fait que le problème, c'est à quel niveau? Pourquoi on ne décortique pas le riz? Pourquoi le riz continue de pourrir? Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore mangé le riz camerounais. Malheureusement, je ne comprends pas. Je ne sais pas. On mange le riz chinois, le riz égyptien, le riz tout ça. Pourtant, on a les possibilités et on a les capacités. Quand vous interrogez les chiffres qui parlent du coût de l'importation de riz de ces dernières années, vous pouvez tomber à la renverse. Pourtant, on pourrait investir du moins une partie en attendant d'avoir les productions suffisantes pour pouvoir combler la demande, investir cet argent pour commencer à produire et réduire les importations. Mais ici, on est dirigé par des gens, je le dis tous les jours, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de perspective ou alors qui sont là pour un but bien précis. Bon, me disait il y a quelques années que lorsqu'on met des gens à ces endroits-là, parfois il ne faut pas être rigoureux avec eux parce qu'ils ont des charges bien précises. Et si dans leur carnet de charges, il n'est pas question de faire arriver le Cameroun à son autosuffisance alimentaire en ce qui concerne le riz, et ben on va rester au même endroit, on va continuer d'envoyer le riz au Nigeria, on va continuer de faire pourrir le riz, on va continuer de donner le riz en termes de paye aux gens. Parce que vous me donnez, je touche 30 000, vous me donnez un sac de riz, franchement. Que je me oigne avec. Donc, ça veut dire que c'est maintenant aux employés d'aller au quartier, vendre ce riz et de se retrouver avec une sorte de paye. Vous allez à l'hôpital, vous emballez 5 kilos de riz pour vous faire soigner, vous avez votre palu. C'est méchant. Ça, mais comment déjà apprécier ce projet de construction de 8 usines de transformation de riz Padji? Parce que là aussi, la polémique part de là. Autre question. Quelles sont les réalités qui nécessitent la construction de 8 usines dans ces localités? Qu'est-ce qui est mis en place à Tonga, à Ndop,
pour pouvoir... Non, là-bas c'était ça. Pour pouvoir développer le riz. Est-ce que l'association des planteurs, des agriculteurs dans cette zone reçoit les financements pour produire à grande échelle? Est-ce qu'on a procédé déjà à un recensement? Quelle est la qualité de la terre, la qualité des produits une fois sortis dans cette zone qui peuvent nécessiter à grande échelle la production du riz? Est-ce que sur une certaine période, il y a des études qui ont été faites, que sur une certaine période, l'usine va fonctionner à temps plein? On nous a fait ça avec l'usine de poulet de Bafa. Hein. On disait que ça devait faire 3000 poulets l'heure. Moi, on s'est rendu compte que dans toute la zone, il n'y avait aucun fermier qui produisait même 1500 poulets et 1500 poulets. On a laissé le projet mort. Exact. Vous vous rendez compte? Parce qu'il faut qu'il y ait des études préalables. Mais on ne consulte pas les experts dans ce pays. C'est des fonctionnaires qui décident de tout, qui pensent tout. Non, on descend en Europe. Il y a combien d'agriculteurs? Ils cultivent sur quelle superficie? Ils ont besoin de... Ils ont, non, en termes de production sur les 10 dernières années, est-ce qu'elle est constante? Est-ce qu'il faut calculer tout ça? Est-ce que le sol pourra nous permettre, au vu de l'utilisation, pourra nous permettre, qu'est-ce qu'il faut en apport? On dit on va construire 8 usines pour transformer, faire les balles de riz, pour faire ci, pour faire le riz blanc, pour faire on vous vend. Or, il faut dire, de la vie, et Bernard Djonga le disait, méfiez-vous des projets qu'on lance. Avant que le projet n'arrive à son terme, on a consommé tout l'argent. Études de faisabilité, descente, séminaire, oui, analyse, audit, discussion avec les populations. C'est-à-dire qu'on crée des affaires dans l'affaire de l'affaire. Lorsque vous arrivez, une administration et tout, il n'y a plus... Et là, on grignote les fonds. C'est ça l'objectif, grignoter les fonds. Pourquoi ne pas dire, oui, on a l'idée de créer 8 usines, mais on commence avec une usine pilote. On va à Tonga. On dit oui, puisqu'ils ont choisi Tonga. Il nous faut une usine pilote. Quelle est la qualité de riz fait à Tonga par rapport à la qualité de riz fait à Andorre, par rapport à la qualité de riz fait à Batchenga, par rapport au sol? On fait une étude, une analyse, on ressort les résultats en disant testons. Est-ce qu'il faudrait qu'on produise? Pourquoi ne pas relancer au niveau de la Soderine? On lance au niveau de la Soderine. Partir de Yagua avec le riz pour venir le transformer à Tonga en termes de coût, en termes de façon. Vous vous rendez compte qu'il y a des études qui devraient être faites, qui n'ont pas été faites. Aujourd'hui qu'on annonce, c'est beaucoup de milliards qui vont être décaissés et on va retomber. On a eu l'agropole de riz de Galim. Posez-la, voilà la population de Galim qui nous regarde. Demandez-leur où est aujourd'hui l'agropole de Galim. Si un jour ça a décollé, si la population, beaucoup de personnes sont allées acquérir des terres, se disant que non, le projet qui arrive, on a parlé des indemnisations, on a parlé de ça, on a parlé de ça, beaucoup ils ont fait des formations. Ça n'a abouti à rien. On a eu le contrat plan avec l'Assemblée en 2013 de 8 milliards de francs CFA. Jusqu'aujourd'hui, l'Assemblée est incapable de nous donner le nombre de tonnes qui. Pourtant, vous avez dit qu'avec le contrat plan de 2013, tout le Cameroun allait sourire au bout de 10 ans. Nous voici en 2023, 10 ans après. Sorry. Et là, Pamela Fomel, 10 ans après, c'est énorme. C'est une décennie pratiquement. Et on a l'obligation de se retourner vers le premier garant du pays, le premier responsable, qui devrait pouvoir, à un moment donné, mettre les pendules à l'heure. Mais si 10 ans après, on se retrouve au même poste, on se retrouve au même endroit, et on est même plutôt en train de regresser, parce que jusqu'ici, il y a toujours cette polémique qui ne cesse d'enfler. Soit on lui a rendu compte que le projet a déjà été fait, ça c'est une possibilité, parce que si des fonds sont mis en avant et qu'on évoque un projet comme celui-ci et il n'est pas du tout fait 10 ans après, on n'a pas un rendement, on n'a pas un bilan qui a été fait, ça veut dire que quelque part il y a une complicité, sinon on l'accepte volontairement. Si le Cameroun est incapable de produire 600 000 tonnes de riz, forcément on va passer à l'importation, ça c'est clair de manière logique. Et je pense que les régions même qui devaient en profiter de cela, c'est du côté du septentrion. Mais lorsqu'on parle de misère, ça commence au septentrion. Ça veut dire qu'il y a un problème, vous ne pouvez pas être dans l'eau et vous avez soif, comme ça s'est dit au quartier. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Et allez savoir combien de temps ça va prendre pour implémenter ce projet. On va vous dire 8 usines, mais en réalité,
C'est toute une éternité. Qu'on abandonne le projet de 8 usines. Oui. Qu'on s'intéresse à la production de la sellerie. Et qu'on notifie les importateurs que monsieur Stop a arrêté. Absolument. Donc là, on se concentre uniquement sur cette entreprise. On commence avec la sellerie. On dit aux importateurs, monsieur Stoppé, on connaît les importateurs de l'eau Cameroun. Oui. Ceux qui détiennent la palme d'or des importations. On dit, monsieur, à partir d'aujourd'hui, vous stoppez. On va voir ce que la sellerie peut donner. Tout à fait. Et les moyens financiers, là, on les verse à la sellerie. C'est tout. Et là, on disait Dominique Audrey, à ce moment, s'il y a des importateurs qui viennent, 1 kilo de riz va coûter 2000. Donc vous serez contraint d'acheter votre riz local, qui est d'ailleurs de bonne qualité. Et là aussi, on pourra nourrir d'autres pays. On se faire énormément d'argent. Mais Semri nourrissait déjà le Nigeria. Une partie de l'armée nigériane achetait le riz de Semri. Je ne vends pas un secret, tout le monde le savait. Est-ce qu'on pourra véritablement y arriver? On va toujours se poser cette question parce qu'il faut bel et bien pouvoir garder espoir et se dire que les lignes pourront bouger dans ce sens-là et ce riz-là pourra être désormais sur les tables des uns et des autres à des prix plus raisonnables, surtout si on a la grâce de pouvoir avoir une production qui se fasse ici et qu'on ne soit plus contraint de pouvoir acheter ce qu'on nous ramène de l'autre côté. À tout de suite.